Les extrêmes droites en Europe ont une spécificité par rapport à celle d'autres régions du monde. Il faut d'ailleurs toujours faire attention à la manière dont on applique ce terme à des phénomènes politiques qui ne sont pas européens. On a évidemment des échanges d'idées entre l'Europe et le reste du monde dans la famille d'extrême droite aussi, notamment l'intégrisme catholique a beaucoup inspiré en dehors d'Europe, en particulier en Amérique latine. La frange la plus extrême des droites radicales, notamment les néo-nazis, ne cesse d'importer des États-Unis un certain nombre de concepts. Ce sont d'abord le mouvement skinhead qui est né en Grande-Bretagne mais qui se développe aujourd'hui principalement aux États-Unis. C'est les concepts de résistance sans chef, de loup solitaire, qui eux aussi sont nés au sein des franges les plus radicales de l'extrême droite américaine et qui ensuite ont fait leur chemin en Europe. Mais en Europe, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que l'extrême droite, après 1945, a su se renouveler. On pense souvent la ramener au fascisme, au nazisme, bref, à ces phénomènes des années 30 dont on connaît l'histoire et les conséquences. Mais en fait, elle a su s'adapter aux nouvelles méthodes de communication politique et aux manières de faire de la politique qui sont propres à notre époque. Il n'y a plus aujourd'hui que des groupes marginaux ou des partis comme l'Aube dorée grecque ou le Jobbik hongrois pour penser encore qu'il est possible de prendre dans des sociétés démocratiques contemporaines le pouvoir par la force. Par contre, les partis nationaux populistes, xénophobes, ont su procéder à deux aggiornamentos intéressants. Le premier, c'est celui qui consiste à passer de la violence aux urnes. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les partis nationaux populistes en Europe veulent arriver au pouvoir. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration, mais ils entendent conquérir le pouvoir par les urnes, par la voie démocratique. Même si ce qu'ils feraient de la démocratie lorsqu'ils arriveraient au pouvoir, pour certains, est évidemment différent de la manière dont cette démocratie fonctionne aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a une évolution du logiciel idéologique. On voit par exemple que l'antisémitisme, qui était parfaitement disqualifiant dans la période allant de 1945 aux années 80-90 et qui reste disqualifiant, a pu être remplacé dans un certain nombre de cas par une focalisation sur le nouveau combat civilisationnel entre ce que ces partis dénomment l'Occident et le monde arabo-musulman. Non pas l'islamisme, mais l'islam vu comme le nouvel ennemi global, de même qu'à l'époque de la guerre froide, eh bien, il y avait un autre ennemi global qui était le communisme. La chute du communisme et du bloc de l'Est a aussi forcé les droites extrêmes en Europe à repenser l'ennemi, à en redésigner un autre. Donc on a une certaine plasticité de cette famille politique qui n'est pas du tout confite dans la dévotion du passé et qui en tout cas, lorsqu'elle se limite à essayer de maintenir la flamme, reste totalement marginale. Alors, les scores électoraux des partis nationaux populistes ne sont effectivement pas, ça c'est une constatation empirique, le résultat mathématique de la situation économique des pays où ces phénomènes se produisent. Prenons deux exemples, la Suède, et la Norvège, pardon, et la Suisse. La Norvège a un niveau de vie particulièrement élevé, la manne du pétrole et du gaz de la mer du Nord est passée par là, et pourtant le parti du progrès siège au gouvernement avec un agenda xénophobe, anti-immigration, avec aussi un agenda de valeurs conservatrices et de demandes autoritaires en termes sociétaux. Ça n'est pas explicable par le fait que la Norvège est un pays qui se porte particulièrement mal, bien au contraire. Et il a par ailleurs besoin d'une main-d'œuvre étrangère pour faire fonctionner les secteurs qui tirent son économie vers l'avant. En Suisse, où il y a effectivement peut-être une diminution très relative de la prospérité par rapport à la grande époque des années 70-80, très légère, la situation reste quand même globalement satisfaisante. Et pourtant, on voit l'Union démocratique du centre, qui est peut-être le prototype achevé de ce que peut représenter un parti national populiste xénophobe qui s'est normalisé,
avoir siégé, siéger encore au gouvernement, pouvoir détenir des portefeuilles comme celui qui serait en France de l'Intérieur et de la Justice, sans que personne ne considère que cela est aberrant, et surfer sur un sentiment de menace identitaire. Beaucoup de Suisses, ceux qui votent pour l'UDC représentent tout de même 30% du corps électoral, considèrent que même la situation de prospérité de la Suisse en fait quand même un pays vulnérable. Alors vulnérable à quoi? Bien, à la mondialisation, à l'Europe, au flux de ce qu'on appelle là-bas les requérants d'asile, à l'immigration, au fait que précisément il y a de la richesse et que des prédateurs en quelque sorte venus d'ailleurs choisissent, à l'issue d'un processus intellectuel qu'un dirigeant de l'UDC avait dénommé le tourisme social, de jeter leur dévolu sur le pays où il y a des prestations sociales à prendre, où le niveau de vie est garanti, et choisissent donc d'émigrer là-bas, d'émigrer en Suisse, mais ça pourrait être en Norvège ou ailleurs, non pas parce qu'ils sont persécutés, parce que ce sont des réfugiés, ou parce qu'ils sont pauvres, mais tout simplement parce qu'ils se disent, tiens, il y a là, en Europe, dans ce pays, eh bien, des choses que nous ne pouvons pas avoir chez nous, et que nous allons aller prendre à ceux qui en ont le droit naturel, c'est-à-dire les nationaux. L'extrême droite est-européenne est en voie dans de nombreux pays de diminution électorale, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'agenda politique d'extrême droite ne soit pas en grande partie repris, dans le cas polonais et hongrois notamment, par des formations qui sont des formations conservatrices classiques, insérées dans des partis pan-européens tout à fait respectables, comme le PPE par exemple, et qui pourtant ont de la démocratie une vision qui n'est pas la nôtre. C'est sans doute le plus grand défi auquel l'Union européenne est confrontée en ce début d'année 2016. On voit se lever à Varsovie, mais sur le modèle de ce que le gouvernement Orban fait en Hongrie depuis maintenant plusieurs années, ce que plusieurs auteurs appellent, appellation que je reprends à mon compte, une démocratie illibérale, c'est-à-dire une démocratie qui conserve les formes, le formalisme de la démocratie représentative. Il y a des élections, elles sont libres, il y a le pluralisme politique, il y a toujours, pour l'instant, une presse plurielle, il y a une société civile, mais en même temps, il y a des dirigeants de l'État qui considèrent qu'au fond, le pouvoir doit être d'une part concentré dans leurs mains, d'autre part qu'il faut limiter au maximum l'expression de la société civile et du pluralisme des médias, et puis aussi qu'il faut répondre à une demande d'autorité dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale. Ça peut être par un ultra-conservatisme des mœurs dont le Parti droit et justice polonais fait preuve, ça peut être par une opposition de principe à un certain nombre de piliers de l'Union européenne dont ces pays sont pourtant membres, le principe de libre circulation des biens et des personnes par exemple, l'accueil des réfugiés et le multiculturalisme d'autre part. Bref, c'est une conception de la démocratie assez propre à cette région, dont on avait peut-être pensé un peu vite quand l'Europe de l'Est a cessé d'être communiste et qu'elle a voulu adhérer à l'UE, qu'au fond, elle ne voyait pas l'Europe, elle ne voyait pas la démocratie comme nous. Derrière la demande est-européenne d'adhésion à l'UE, il y avait deux choses. Il y avait la volonté de rejoindre un espace d'économie de marché, et ça, c'est sans doute le grand tort de la gauche est-européenne, d'avoir précisément privilégié le passage immédiat dans des conditions sociales assez dramatiques de l'économie administrée à l'économie de marché. C'est la gauche qui l'a fait, c'est pas la droite. Et puis, d'autre part, derrière la volonté de ces pays d'adhérer à l'Union européenne, il y en avait une autre, qui était d'être dans l'espace économique européen, mais d'être dans l'espace de protection sécuritaire et militaire de l'OTAN, des États-Unis, ce qui évidemment n'est pas du tout la même chose. On pensait beaucoup Europe à Varsovie, à Bratislava, à Sofia ou ailleurs, mais en même temps, on pensait avant tout OTAN face, c'est vrai aussi dans les pays baltes par exemple, à la véritable fixation qui continue à se faire autour de la Russie.